Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter la classification périodique des éléments en voyant comment elle a été élaborée et comment nous l'utilisons. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de connaître la notion d'éléments, d'ions et de molécules, de connaître la composition d'un atome et d'un ion, et de connaître la structure électronique d'un atome et d'un ion. Les objectifs de cette vidéo sont de savoir qui a établi la classification périodique, de connaître les critères actuels de la classification périodique, de savoir utiliser la classification périodique et enfin de connaître quelques familles chimiques et leurs propriétés. Pour commencer, nous allons voir comment a été élaborée la classification périodique. Notre frise va commencer en 1789 avec Antoine Lavoisier, considéré comme le père de la chimie moderne, qui a publié son traité de chimie élémentaire, dans lequel il dresse le premier inventaire des espèces chimiques et introduit une première définition des éléments chimiques. En 1808, un chimiste anglais du nom d'Humphrey Davy constate des propriétés voisines pour le calcium, le strontium et le barium, et quelques années après, pour d'autres éléments avec le sodium, le potassium et le lithium. Puis en 1817, un chimiste allemand du nom de Johann Dobereiner établit une relation entre les masses atomiques de certains éléments qu'il classa par 3. Ce fut la première tentative de classement appelée théorie des triades. En 1858, un chimiste italien du nom de Stanislao Canizzaro mesura précisément les masses atomiques des éléments connus de l'époque. Ces travaux furent ensuite utilisés par le chimiste français Champourtois en 1862. Ce dernier constata une périodicité dans les propriétés physiques des éléments et les représenta sur un cylindre. C'est ce que l'on appelle la vis tellurique de Champourtois. Les travaux de Champourtois furent complétés en 1864 par Newlands, qui constata que la périodicité introduite par Champourtois était de 8. Il établit donc la loi des octaves, qui correspond au nombre 8. L'année la plus importante dans l'élaboration de la classification périodique est l'année 1869, avec les travaux d'un chimiste russe, Dmitri Mendeleïev, qui établit une classification en utilisant deux critères, la masse atomique croissante des éléments et leurs propriétés chimiques voisines. Son génie réside dans le fait d'avoir laissé certaines cases vides dans son tableau, ces cases correspondant à des éléments encore inconnus à l'époque. Et le succès de sa classification tient au fait que ces éléments ont été découverts par la suite. La classification périodique actuelle conserve la structure établie par Mendeleïev. Puis, en 1895, un chimiste anglais du nom de Ramsay découvrit l'argon, puis 3 ans plus tard le néon, deux éléments chimiques qui n'intervenaient pas dans la classification. Ces éléments sont des gaz rares, il a donc fallu rajouter une colonne de plus dans le tableau pour pouvoir intégrer ces éléments. Et enfin, en 1913, le physicien anglais Henry Moseley remplaça le critère de masse atomique croissante par le critère de numéro atomique croissant, ce qui permit de lever un certain nombre d'incohérences présentes dans le tableau de Mendeleïev. Le tableau périodique actuel est construit sur des critères qui sont tout d'abord un classement par numéro atomique croissant. Ensuite, pour chaque ligne que l'on nomme également période, cela correspond au remplissage d'une couche électronique. Ensuite, le changement de ligne, donc de période, se fait à chaque fois que l'on change de couche électronique. Et enfin, les éléments d'une même colonne, donc que l'on appelle groupe, possèdent le même nombre d'électrons sur leur couche externe, sauf la dernière colonne qui va correspondre à une couche externe saturée. Nous allons voir comment retrouver le tableau périodique en utilisant ces critères avec les 18 premiers éléments. Donc nous commençons par placer ces éléments par numéro atomique croissant, donc l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le néon, le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore et l'argon. Nous plaçons ensuite leur structure électronique, donc K1, K2, K2L1 jusqu'à K2L8 et K2
L8M1 jusqu'à K2L8M8. L'élaboration du tableau périodique ne nécessite que la présence de la couche externe. Nous allons donc supprimer les couches internes. Nous avons donc le tableau, cette fois avec uniquement K1 et K2 pour les deux premiers éléments, L1 à L8, puis M1 à M8. Les critères actuels disent que chaque ligne correspond à une couche. Nous allons donc mettre sur la première ligne les éléments de la couche K, sur la deuxième ligne les éléments de la couche L, et sur la troisième ligne, les éléments correspondant à la couche M. Et pour finir, le dernier critère nous indique que la dernière colonne du tableau correspond à une couche externe saturée, sachant que l'hélium n'a que 2 électrons et que K est saturé pour 2 électrons. L'hélium ne doit pas se trouver dans la deuxième colonne, mais dans la dernière colonne du tableau périodique, ici, ce qui correspond à une couche K saturée, une couche L saturée et une couche M saturée. Donc le tableau périodique des 18 premiers éléments est le suivant, avec la première ligne ou période qui correspond à la couche K, la deuxième ligne qui va correspondre à la couche L et la troisième ligne à la couche M. Nous avons ensuite, suivant les colonnes, le même nombre d'électrons sur la couche externe, donc un électron pour la première colonne, 2 électrons, 3 électrons, 4 électrons, 5 électrons, 6 électrons, 7 électrons et 8 électrons pour le néon et l'argon, et 2 seulement pour l'hélium, d'où le critère qui dit que la dernière colonne correspond à une couche externe saturée. Au-delà des 18 premiers éléments, la classification complète est la suivante. Nous reconnaissons sur la partie supérieure ici nos 18 premiers éléments, avec un gros trou entre la colonne 2 et la colonne 3. Ce gros trou constitué de 10 colonnes est dû à la présence ici des éléments de transition. La présence de ces éléments s'explique en introduisant la notion de sous-couche électronique qui n'est pas vue en seconde. Et également à la présence donc, de deux lignes qui correspondent à la famille des lanthanides et des actinides. Une remarque importante, comme nous avons ici 10 colonnes que nous n'utiliserons pas, la numérotation des colonnes est donc 1, 2, et pour celles qui nous intéressent, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Nous allons voir maintenant comment nous pouvons utiliser la classification périodique, tout d'abord avec la détermination des cations. Donc les éléments des colonnes 1, 2 et 13 forment respectivement des cations de type X+, X2+, et X3+. Nous allons voir deux exemples, tout d'abord avec l'élément césium CS. Donc l'élément césium se trouve dans le tableau ici, donc dans la première colonne ou le premier groupe et dans la sixième période ou sixième ligne. Donc période 6, groupe 1. Nous venons de voir que les éléments se trouvant dans le groupe 1 ou dans la première colonne forment des ions de type X+. Donc ici nous avons l'ion CS+, qui sera formé. Deuxième cas avec l'élément indium IN. Dans le tableau, l'indium se trouve ici. Donc il est dans la 13e colonne et dans la 5e ligne. Donc période 5, groupe 13. Donc cette fois, les éléments qui se trouvent dans le groupe 13 vont former des cations de type X3+. Donc cette fois, nous allons avoir le cation IN3+. Après les cations, les anions. Cette fois, les éléments des colonnes 15, 16 et 17 forment respectivement des anions de type X3-, X2- et X-. Nous allons voir deux exemples d'utilisation. Tout d'abord avec l'élément sélénium Se. Donc le sélénium se trouve ici, donc colonne 16, ligne 4. Donc le sélénium a pour période 4, groupe 16. Les éléments présents dans le groupe 16 forment des anions du type X2-, donc nous allons avoir l'ion Se2-. Deuxième exemple avec cette fois l'élément bismuth Bi. Donc le bismuth se trouve dans le tableau périodique ici, donc colonne 15, ligne 6. Donc période 6, groupe 15. Les éléments du groupe 15 forment des anions de type X3-. Donc cette fois, nous allons avoir l'anion Bi3-. Comme dans le cas de la règle de l'octet et du duet, les éléments vont pouvoir former des ions mais aussi des molécules. Dans ce cas,
Les atomes situés dans les groupes 14, 15, 16 et 17 de la classification périodique vont pouvoir former respectivement 4, 3, 2 et une liaison covalente. L'hydrogène, lui, peut former une seule liaison covalente. Nous avons vu que l'élaboration de la classification périodique s'est faite grâce aux propriétés chimiques voisines de certains éléments qui ont été classés dans des colonnes ou des groupes. Ces propriétés chimiques et ces groupes forment ce que l'on appelle des familles chimiques. Nous allons en voir quelques-unes maintenant. Nous commençons avec la famille des alcalins qui correspond aux éléments de la première colonne ou du premier groupe, sauf l'hydrogène. C'est-à-dire les éléments lithium, sodium, potassium, rubidium, césium et francium. Ces éléments ont certaines propriétés. Ce sont les éléments du groupe 1 sauf l'hydrogène. Ils possèdent un électron sur leur couche externe. Ils forment des cations du type X+, et au niveau réactivité, ce sont des métaux qui réagissent violemment avec l'eau et avec les halogènes. Nous allons voir trois éléments de cette famille avec le lithium, le sodium et le potassium. Ce sont des métaux mous. Qui réagissent violemment en présence d'eau. Et qui réagissent également violemment en présence de dichlore. Sodium. Potassium. Deuxième famille avec les alcalinotéreux qui correspondent à la deuxième colonne du tableau périodique. Ce sont donc les éléments beryllium, magnésium, calcium, strontium, barium et radium. Leurs propriétés sont les suivantes. Donc ce sont les éléments du groupe 2. Ils possèdent deux électrons sur leur couche externe. Ils forment des cations de type X2+, et ce sont des métaux qui réagissent avec l'eau et brûlent dans le dioxygène. Nous allons voir deux exemples d'éléments de cette famille avec le magnésium et le calcium, qui sont tous les deux des métaux qui réagissent avec l'eau. Et qui brûlent dans le dioxygène. Troisième famille chimique avec les halogènes qui correspond cette fois à la 17e colonne du tableau périodique. Ce sont donc les éléments fluor, chlore, brome, iode et astate. Donc description de ces éléments. Ce sont les éléments du groupe 17. Ils possèdent 7 électrons sur leur couche externe. Ils forment des anions de type X-,
Ils existent sous forme de corps purs, sous forme de molécules diatomiques. Donc la molécule de F2-difluor, Cl2-dichlore, Br2-dibrome et I2-diode. Et enfin, ce sont des éléments très réactifs, notamment en présence d'aluminium. Nous allons voir trois éléments de cette famille avec le chlore qui se présente sous forme d'un gaz de dichlore, le brome qui se présente sous forme d'un liquide, le dibrome, et l'iode qui se présente sous forme d'un solide, le diode. Ces trois espèces chimiques réagissent en présence d'aluminium. Nous finissons avec la famille des gaz nobles, également appelés gaz rares, qui correspond à la dernière colonne du tableau périodique. Ce sont donc les éléments hélium, néon, argon, krypton, xénon et radon. Donc ce sont les éléments du groupe 18. Ils ne forment pas d'ion car ils ont 8 électrons sur leur couche externe, sauf l'hélium qui en a 2, ce qui veut donc dire qu'ils ont leur couche externe saturée. Et c'est pourquoi ce sont des éléments qui ont une grande inertie chimique, donc ils ne réagissent quasiment pas.